Le président algérien Chadli en visite officielle à Paris, la situation au Liban et les problèmes bilatéraux, thème des premiers entretiens à l'Élysée. Yasser Arafat acculé à Tripoli au nord-Liban, dissidents palestiniens, syriens et libyens ont pilonné toute la journée le camp de Badawi où il est retranché. La bataille risque maintenant de gagner la ville de Tripoli. Yuri Andropov, absent ce matin aux cérémonies marquant l'anniversaire de la révolution d'octobre au Kremlin. Les spéculations sur son état de santé ouvrent la course à la succession. Assemblée nationale, les députés examinent le budget de la culture en forte augmentation par rapport à l'année précédente. Madame, Monsieur, bonsoir. Des drapeaux étrangers qui flottent sur les Champs-Élysées, un hymne national qui retentit à l'arrivée de l'avion présidentiel à l'aéroport d'Orly, autant de signes qui marquent, comme à l'habitude, la visite officielle à Paris d'un président étranger. Mais cette fois, il s'agit d'une visite lourde de symboles et aussi de sens politique, puisque pour la première fois depuis 1962, depuis l'indépendance du pays, un président algérien est officiellement l'hôte de la France. Le président Chadli Benjedid a été accueilli tout à l'heure par le président Mitterrand, Gérard Sebag. 11h30 ce matin, Orly, le président algérien Chadli Benjedid est accueilli par le président Mitterrand. Quelques instants plus tard, pour la première fois depuis la fin de la guerre d'Algérie, le 3 juillet 1962, l'hymne national algérien est joué par l'armée française sur le sol français. Au-delà de la personnalité des deux chefs d'État, voilà qui concrétise, comme l'a déclaré dans son discours d'arrivée le président algérien, que le moment était venu, après les pesanteurs du passé, de se tourner résolument vers l'avenir. Cette visite est l'aboutissement des efforts entrepris depuis déjà plusieurs années pour normaliser des relations trop souvent en dents de scie. Bien des obstacles s'étaient dressés entre les deux pays avant que ce voyage officiel fût possible, les blessures de la communauté pied-noir, le sort des travailleurs immigrés algériens, le problème des anciens harkis. Le passé commun de la France et de l'Algérie fait que cette visite ne peut pas être abordée comme une visite ordinaire. Il y a évidemment une certaine émotion, mais le côté passionnel a été dépassé. Compréhension mutuelle, fin des complexes et des susceptibilités, voilà qui a permis d'établir au cours des premiers entretiens un véritable climat de confiance. Ce qui n'était pas forcément évident, car il est toujours difficile d'effacer un passé qui a été traumatisant et pour la France et pour l'Algérie. Premier sujet abordé entre les deux chefs d'État, la situation au nord-Liban, à Tripoli. Il y a une grande proximité dans l'analyse. En effet, la France et l'Algérie semblent d'accord pour ne pas voir Yasser Arafat disparaître complètement de la scène politique. Dans le domaine des relations bilatérales, il a été question de la coopération économique qui a fait un véritable bond en avant. Autre point abordé, celui des immigrés des deux pays. Une visite qui commence bien et dont le point fort sur le plan des symboles sera certainement mercredi la cérémonie à l'Arc de Triomphe où le président algérien déposera une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Le soldat inconnu d'une armée qu'il a combattue il y a 25 ans. Oui, au-delà des discussions qui vont ponctuer les 3 jours de cette visite officielle, en ce moment même, le président Chadli est l'hôte à Matignon du Premier ministre Pierre Mauroy. Au-delà de ces discussions, donc, et même si les dossiers bilatéraux sont importants pour les deux pays, c'est bien sûr la signification symbolique de cette visite qui déjà lui donne son importance. Une importance qu'a souligné tout à l'heure en termes émouvants Monseigneur Lustiger, archevêque de Paris, qui est en ce moment à Lourdes, où l'assemblée plénière de l'épiscopat français poursuit ses travaux annuels. Jean-Claude Darrigo a interrogé Monseigneur Lustiger sur la portée de la visite du président Chadli. On sent une espèce de tension qui monte entre Français. Aujourd'hui, le président de la République algérienne arrive en France, chef de l'État. Ça fait remonter des affaires déjà anciennes qui ont été enfouies. Elles reviennent au jour. Alors, est-ce que moi, comme archevêque et comme représentant de l'Église, je vais faire un sermon français en disant « Soyez gentils ». Je pense que l'Église a d'abord à tenir un langage raisonnable qui s'adresse à des hommes qui veulent être des hommes. Nous ne sommes pas des bêtes, nous ne sommes pas des chiens, nous ne sommes pas des hyènes, nous ne sommes pas des loups, nous sommes des êtres humains.
Et par conséquent, il faut que nous nous traitions mutuellement en êtres humains. Par rapport au problème de l'immigration, ça signifie quoi, ça? Ça signifie qu'un immigré est un être humain comme un autre, et qu'il a des droits fondamentaux comme tout homme. Et qu'on ne peut pas ni se venger, ni faire des boucs émissaires. Qu'il faut arriver, je ne suis pas un homme politique, c'est pas moi qui vais trouver les solutions. Mais il faut, je parle toujours le langage de la raison, arriver à traiter raisonnablement en être humain tout homme. C'est notre dignité, c'est notre conviction, je suis sûr que tous les Français pensent ça. Dans notre dernier journal à 23h20, Claude Sérillon reviendra sur la portée et aussi sur les cicatrices de la réconciliation franco-algérienne. Un débat opposera l'écrivain Daniel Saint-Amont, qui dans plusieurs ouvrages et scénarii a décrit l'épopée Pieds Noirs, et Nasser Kettane, un jeune Algérien né en France qui préside Radio Beurre, une radio privée de la région parisienne. La guerre continue de faire rage au Liban et encore une fois, les Libanais assistent impuissants à des combats qui ne sont pas les leurs. À Tripoli, au nord du pays, la population vit maintenant dans l'angoisse de payer davantage encore le prix des combats acharnés que se livrent d'une part Yasser Arafat et ses partisans assiégés dans un seul camp, le camp de Badawi, et les dissidents palestiniens, les Syriens et les Libyens qui tentent de les en déloger. Toute la journée, au rythme de 65 obus ou roquettes à la minute, les forces syro-palestiniennes ont pilonné le camp pour tenter de l'isoler de la ville. Mais les fidèles de Yasser Arafat sont prêts à refluer vers le port et vers le centre de Tripoli s'ils ne parviennent plus à tenir Badawi. On s'attend donc à une offensive finale à l'aube demain. Hier, l'autre camp que tenaient encore les partisans d'Arafat, le camp de Nar el-Bared, à 10 km plus au nord, ce camp-là est tombé. Nos envoyés spéciaux Pierre Serra et Philippe Péter étaient là. Depuis plusieurs jours, la ville de Tripoli vit au rythme angoissant de la véritable guerre qui se déroule entre les factions palestiniennes dans ses faubourgs immédiats. Dans le camp de Badawi notamment, où résistent farouchement ceux qui soutiennent encore Yasser Arafat et qui sont encerclés de toutes parts. Il est bien évident que dans cette situation, qui est la suivante, vous avez ici à droite du temple où je suis le mont Torboul, d'où déferlent les assaillants dissidents d'Abou Moussa. En bas, au milieu, les deux camps, près de nous, de Badawi et plus loin, le camp d'El Bared, qui est déjà pratiquement coupés l'un de l'autre, qui sont déjà pratiquement coupés l'un de l'autre, et d'autre côté, la mer, d'où personne ne peut partir. Alors il est bien évident que dans ces conditions, depuis 2 jours, la pression militaire s'accentuant, l'étau se resserrant sur les troupes de Yasser Arafat, les chances de sortir indemnes et de sortir politiquement indemnes aussi de ce siège sont évidemment difficiles. Elle diminue en tout cas au fur et à mesure que s'amenuise le terrain contrôlé par les loyalistes. Yasser Arafat a d'ailleurs déjà effectué un repli tactique dans la ville de Tripoli qui pourrait devenir, si la bataille se perpétue entre les Palestiniens et les Syriens qui entourent la ville, un second Beyrouth. Cette bataille acharnée, qui a fait déjà plusieurs centaines de morts, est en fait, sur le plan politique, une véritable course contre la montre. Les loyalistes s'accrochent au terrain. Yasser Arafat espérant que les appels désespérés qu'il lance au monde entier et aux Arabes en particulier finiront par fléchir le président Hafez el-Assad qui, dit-il, tire les ficelles de Damas dans cette direction, pas très loin d'ici. Même surtout si les leaders palestiniens ne nourrit guère d'illusions sur les véritables intentions qu'ils prêtent au chef de l'État syrien, ni même sur la possibilité d'un cessez-le-feu qui épargnerait, sinon les combattants, tout au moins les réfugiés. Non, il n'y a aucune chance. C'est Hafez el-Assad qui a lui-même décidé de continuer la bataille contre l'OLP, contre les camps de réfugiés et contre le peuple palestinien. Dans les camps, la population effrayée se terre dans ses maisons et seuls circulent les fédaïns qui se préparent au combat de rue. Dans les moments d'accalmie, les femmes crient leur révolte et leur angoisse. Chaque jour qui passe emporte la moitié de nos enfants, la moitié de nos jeunes et la moitié de notre vie. Les jeunes, dès qu'ils le peuvent, sortent respirer et vivre désarmant de sourire. Les vieux, eux, n'ont plus d'illusions, ils les ont perdus. Il faut se battre. Le peuple palestinien est ici. Il faut se défendre, même s'il faut mourir. Nous resterons ici dans le camp jusqu'à la mort.
La majorité des pays arabes tentent de sauver Yasser Arafat, si l'on en croit en tout cas les messages et les tractations diplomatiques. La cause palestinienne n'est pas liée à une personne, s'est contenté de dire le président syrien Hafez el-Assad, qui dans les propos rapportés par l'agence syrienne d'information aujourd'hui n'a à aucun moment cité le nom de Yasser Arafat. De son côté, le gouvernement français juge que la disparition de l'organisation palestinienne fidèle à Yasser Arafat ne ferait que reculer la possibilité d'une négociation au Proche-Orient. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui au Sénat le ministre des Relations extérieures, Claude Cheysson. Pendant que les combats font donc rage à Tripoli, la tension monte encore entre la Syrie et Israël. Damas mobilise les réservistes. Jérusalem se prépare à un exercice de mobilisation quasi générale. Au sud Liban, 2 attentats anti-israéliens ont eu lieu hier soir malgré le couvre-feu, sans faire de victimes. Une grève générale doit être observée demain dans tout le sud Liban contre l'occupation israélienne. Enfin, l'aéroport international de Beyrouth a été fermé à nouveau cet après-midi à la suite d'accrochages violents entre l'armée libanaise et les milices chiites. Le président Gemayel y avait atterri peu de temps auparavant. Enfin, je vous le rappelle, un important dispositif naval américain continue de faire route vers les côtes libanaises. Malgré ces événements dramatiques au Liban, malgré la visite en France du président Chadli, c'est une absence qui a marqué l'actualité de ce lundi. L'absence du chef du Parti communiste soviétique, Youri Andropov, qui n'a pas assisté ce matin sur la place Rouge au défilé marquant l'anniversaire de la Révolution d'octobre. Pour la première fois dans l'histoire de l'Union soviétique, le numéro 1 du régime n'était pas là, au milieu de la tribune, même s'il restait présent dans les slogans et les commentaires officiels. Georges Bortoli. Ce matin, place Rouge, c'était comme chaque 7 novembre, sauf que cette fois-ci, le numéro 1 n'était pas là, remplacé à la droite de l'orateur, c'est-à-dire à la place d'honneur, par le numéro 2 du parti, Konstantin Tchernenko. Alors on a peu écouté l'orateur, le maréchal Oustinov, et on a été fasciné par ce numéro 2, par ce Tchernenko hier réduit presque à l'effacement et qui ressurgissait parce qu'Andropov était malade et probablement très malade. Et du même coup, ressurgissaient les luttes de clans qu'on avait cru en train de se résoudre parce que Andropov, ces derniers temps, agissait vite, plaçait ses hommes un peu partout et qu'il était en train, en somme, de devenir un vrai patron. En bas, sur la place, tout était comme d'habitude. Les fusées et le fracas guerrier précédaient le défilé des civils. Les caméras soviétiques faisaient ce qu'elles pouvaient pour montrer le plus possible la place elle-même et ne pas trop montrer là-haut la tribune, pour ne pas insister trop lourdement sur cette absence assez maigrement compensée, nous allons le voir, par quelques portraits de l'absent. Mais maintenant, mais demain, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que la percée de Youri Andropov vers un pouvoir de plus en plus personnel peut se continuer maintenant qu'on le sait physiquement déclinant, ou bien est-ce qu'au contraire, on va revenir à une espèce de blocage des institutions du régime, un peu comme dans les derniers mois de Léonid Brejnev? On peut se le demander. Il y a une chose qu'on ne se demande pas en tout cas, c'est le rôle de l'armée. L'armée est de plus en plus présente. Ce 7 novembre, une fois de plus, a été son jour de gloire à cette armée qui semble peser de plus en plus dans la politique étrangère soviétique. Et dans son discours aujourd'hui, le maréchal Oustinov a confirmé le début des travaux préparatoires en Allemagne de l'Est et en Tchécoslovaquie pour le déploiement de nouveaux missiles nucléaires tactiques soviétiques. Moins de 2 heures après la cérémonie, alors que la place Rouge se vidait, un homme d'une trentaine d'années a tenté de s'immoler par le feu. Le service d'ordre s'est précipité sur lui avant qu'il ne soit carbonisé. On ne sait rien de plus ce soir sur son identité, sur son état ou sur ses motivations. Quand les militaires jouent aux apprentis sorciers de la démocratie, ils risquent fort de perdre leur proie ou en tout cas la maîtrise du processus qu'ils ont engagé. C'est ce qui vient de se passer en Turquie où, à la surprise générale, en allant voter très massivement, les électeurs turcs ont déjoué le scénario des généraux en accordant la majorité absolue au parti que l'on n'attendait pas, le parti de la mère patrie dirigé par le maître d'œuvre de la lutte contre l'inflation en Turquie, Turgut Özal. Le reportage de Patricia Coste et Bernard Berlier. Voici le vainqueur des premières élections législatives tenues en Turquie depuis l'arrivée des généraux. Turgut Özal, conservateur, musulman pratiquant, allié des milieux d'affaires turcs et dit-on américains.
Il est partisan d'une économie ultra-capitaliste basée sur des exportations massives produites par une main-d'œuvre bon marché. La limitation de pratiquement toute liberté syndicale devrait l'arranger. Son programme n'est pas très éloigné de la politique actuelle du président Evren. Rien ne devrait donc changer en Turquie dans l'immédiat. La loi martiale devra être levée petit à petit, selon ce qui se passera en Turquie. L'anarchie couve toujours. Elle doit être complètement éliminée. Et nous devons être très prudents. Le président Evren, pourtant, est préoccupé. Il a publiquement critiqué le vainqueur la veille du scrutin pour demander aux électeurs de voter pour un autre candidat, le général Sunalp, grand perdant de ces élections. Le président, personnellement populaire, n'a donc pas été suivi. Lui et les militaires du Conseil de sécurité, véritable organe exécutif du pays, se sont réunis toute la nuit. Ils ont le droit de ne pas nommer M. Özal Premier ministre, et ils n'ont toujours pas fait de déclaration. Les généraux turcs se targuent pourtant d'être légalistes. On verra. Le leader du parti de gauche, social-démocrate, a fait un bien meilleur score que prévu. Certains intellectuels se sont résolus à voter pour lui, ainsi qu'une partie de l'ancienne clientèle du traditionnel parti de gauche interdit. La consigne de vote blanc des anciens leaders, qui n'ont plus le droit de se représenter, n'a pas été suivie. Les Turcs ont joué le jeu de la démocratie qu'on leur a proposé. Une découverte dans l'île de la Grenade, une découverte qui vient étayer les arguments de Washington en faveur de son intervention militaire dans l'île. Un charnier de plus d'une centaine de corps a en effet été découvert aujourd'hui. Parmi les cadavres, sans doute celui de l'ancien Premier ministre Maurice Bishop, assassiné le 19 octobre dernier. Avant de passer à l'actualité française proprement dite, un mot du dollar. Le dollar qui, au diapason de la tension internationale, commence la semaine en forte hausse sur toutes les places financières. Les experts s'attendent aussi à une prochaine progression des taux d'intérêt américains. Résultat, la devise américaine a coté aujourd'hui 8 francs 15 à Paris, son niveau le plus élevé depuis le 15 août dernier. L'actualité ce soir en France est d'abord politique, avec les résultats des 2 élections municipales partielles d'hier, 2 résultats au désavantage de la gauche. La municipalité de Villeneuve-Saint-Georges a en effet donné dès le premier tour une majorité de 50,4% à la liste d'opposition conduite par Marius Faïs, tandis qu'à Aulnay-sous-Bois, la liste d'opposition est en ballottage favorable pour le deuxième tour, avec 45,13% des suffrages contre 40,35% au maire communiste sortant. Dans les 2 cas, la fraude qui était à l'origine de l'annulation des scrutins de mars dernier et aussi la désunion des listes de gauche ont joué. Dominique Laury et Jean-Louis Le Senne. En l'emportant dès le premier tour avec 50,4% des voix, malgré cette liste en présence, Marius Faïs, le leader de l'opposition, confirme le recul de la gauche au municipal. À Villeneuve-Saint-Georges, la liste majoritaire PC-PS paye indiscutablement le prix de la désunion. Il faut rappeler qu'il y avait hier soir 3 listes de gauche. Désunion entre les 2 grands partis, mais également à l'intérieur même de la section socialiste de Villeneuve. Il a fallu en effet tout le poids de la direction du PS pour que les socialistes locaux acceptent de constituer une liste d'union. Quant au PSU, il a fait cavalier seul. Le PC, par la voix de Roger Godon, maire sortant, estime que la gauche non communiste porte la responsabilité de la défaite et que toutes ces fausses notes soulignent l'importance et l'urgence d'une rencontre au sommet PC-PS. Dès 20h hier soir, l'hôtel de ville d'Aulnay était transformé en camp retranché. Les magistrats chargés de la régularité du scrutin ne transigent pas, parfois avec des excès qui impliquent la lenteur. 4 heures plus tard, on pouvait tirer 3 enseignements de ce 3e tour des municipales. Premièrement, la très nette percée de l'extrême droite, qui pourtant n'atteint pas les 10% nécessaires pour se maintenir au second tour, mais 9,23%, c'est déjà un beau score. Deuxièmement, avec 45% des suffrages, la droite marque des points par rapport à mars, et même sans être majoritaire, elle peut s'engager à ne pas solliciter officiellement le soutien de cette même extrême droite dimanche prochain.
Troisième enseignement, c'est avant tout la gauche qui pâtit des gains de l'extrême droite, surtout dans les quartiers les plus populaires d'Aulnay. Avec une chute de 6 points, le maire communiste invalidé n'est pas certain de retrouver son fauteuil. Ballottage, donc 4e tour, on ne saura que dans 6 jours si à Aulnay, les panneaux de signalisation routière sont prémonitoires, oui ou non. Les performances de l'opposition lors des derniers scrutins municipaux, le score de l'extrême droite, mais aussi la tactique de l'opposition dans la prochaine campagne européenne, la stratégie du RPR, autant de thèmes qui seront abordés avec Jacques Chirac au cours de l'heure de vérité, tout de suite après ce journal. Le président du RPR est en effet l'invité de l'heure de vérité et comme d'habitude, au cours de cette émission, vous pourrez vous-même lui poser vos questions en appelant à Paris SVP 1111, le 787 1111. Philippe Arroir et Anita Ben Saïd sont déjà à l'œuvre. Deuxième réunion ce matin entre le patronat et les syndicats sur la réforme de l'UNEDIC. Les négociateurs ont évité de s'affronter sur les principes de la négociation. Ils se réuniront à nouveau la semaine prochaine pour discuter d'une nouvelle formule proposée par le CNPF et qui prévoit 2 systèmes. Tout d'abord, les salariés qui auraient travaillé au moins 1 an pourraient bénéficier de l'assurance chômage dans les conditions actuelles de l'UNEDIC. Ensuite, ceux qui n'ont jamais travaillé et les femmes qui ont cessé depuis longtemps leur activité professionnelle relèveraient de la solidarité nationale et seraient donc prises en charge directement par l'État. Cette formule permettrait d'assainir les finances de l'UNEDIC qui connaît, vous le savez, un déficit de 8 milliards cette année. Prochaine réunion patronat-syndicat le mardi 15 novembre. Inflation 84, avec 5% on est dans la course. C'est le nouveau slogan publicitaire lancé sur divers supports de presse par le ministère de l'économie et des finances pour encourager les Français à plus de rigueur et plus de discipline en matière d'inflation. Jean Lebert nous fait découvrir cette nouvelle manière d'influencer notre comportement collectif. Avec 5% en 1984, notre économie est plus forte, plus compétitive. Inflation 84, avec 5%, on est dans la course. La campagne du gouvernement est axée sur 3 thèmes. L'inflation n'est pas une fatalité, elle présente plus d'inconvénients que d'avantages. Enfin, la désinflation est l'affaire de tous. Pour les concepteurs de cette campagne, le comportement des Français doit changer, car avant d'être sur les étiquettes, l'inflation est souvent une affaire d'habitude. Je crois qu'une campagne peut faire reculer l'inflation parce que l'inflation, c'est aussi des choses que nous avons dans notre esprit et que nous faisons passer dans la réalité par les références que nous avons dans nos attitudes. Une multitude d'acteurs économiques font passer dans la réalité le chiffre qu'ils ont dans l'esprit. Il est donc très important que cet objectif collectif qu'est le niveau de l'inflation pour l'année suivante soit le plus bas possible. Et nous proposons aux Français le chiffre de 5%. L'accueil favorable que réservent les Français à la lutte contre l'inflation ne suffit pas. Pendant 5 semaines, ce spot de 30 secondes passera 44 fois sur les chaînes de télévision. Compte tenu des heures de passage, 85% des téléspectateurs verront cette campagne publicitaire et pédagogique. 30 secondes, c'est un temps extrêmement court et nous avons voulu, par ce film et par cette création, à la fois installer cet objectif, lui donner sa légitimité et le rendre désirable. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes passés par cette comparaison avec la compétition internationale, puisque ce que d'autres pays font, la France doit aussi être à même de le faire. Désirable et réaliste, l'objectif des 5%, certes. Mais on l'a vu cette année, il semble parfois plus difficile de tenir le cap de l'indice des prix que de manier une planche à voile même par gros temps. À l'Assemblée nationale, les députés ont commencé ce matin l'examen du budget de la culture, un budget qui est en forte augmentation par rapport à l'année précédente, un peu plus de 15%, même si ce budget ne représentera jamais que 0,84% du budget de l'État. La discussion promet d'être longue puisque l'opposition a déposé de nombreux amendements. Parmi les secteurs sur lesquels le ministre Jacques Lang veut faire porter l'effort financier l'an prochain, celui des industries de la culture, des industries qui sont trop souvent déficitaires. Ainsi, l'industrie des instruments de musique, qui représente pourtant un marché en pleine expansion, mais où nous importons plus que nous ne produisons. L'exemple choisi par Monique Atlan, celui de la guitare électrique. Briller comme une étoile filante,
Il y a 15 jours, Michel Berger inaugurait sa nouvelle guitare dans l'émission de Michel Drucker. Une guitare à clavier, unique en son genre, fabriquée par l'une des 3 entreprises de guitare électrique existantes en France, la société Vigier, installée à Évry depuis 3 ans. 280 guitares sont fabriquées chaque année par cette jeune entreprise qui emploie 7 personnes, dont la moyenne d'âge est de 25 ans. Cette année, la société a réalisé un chiffre d'affaires d'1 500 000 francs. Mais aujourd'hui, son ambition numéro 1, c'est le lancement d'un nouveau type de guitare ultra perfectionnée, la guitare à mémoire. Cette guitare à mémoire permet aux musiciens de mémoriser ses sonorités, ce qui fait que lorsqu'il joue sur scène, il n'a plus besoin de régler sa guitare, il sélectionne simplement ses programmes. Mais pour réaliser la commercialisation de cette guitare et l'essor plus global de l'entreprise, il faut investir et faire appel aux banques, ce qui ne va pas sans difficulté. Le problème qui se pose pour une petite entreprise comme nous, c'est que on n'a pas les reins solides comme on dit, et donc on ne peut pas avaliser suffisamment pour les investissements que l'on veut faire. C'est pour ça que par l'intermédiaire du ministère de la Culture, nous avons fait appel à eux pour avaliser un crédit. C'est en effet grâce à l'intervention d'un nouvel institut financier, l'IFSIC, Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles, organisme créé par l'État et auquel participent une dizaine de banques, que le refus du secteur bancaire traditionnel a pu être dépassé. L'IFSIC, c'est un établissement financier qui garantit les banques ou des établissements de crédit spécialisés dans les concours au cinéma ou aux industries culturelles qui ne sont pas du cinéma, si vous voulez, audiovisuel ou autres industries culturelles. Donc c'est essentiellement un organisme qui gère des fonds de garantie à des crédits qui sont consentis par d'autres, c'est-à-dire les banques et les établissements financiers spécialisés. Ainsi, les banques pourront à moindre risque prendre au sérieux certains types d'industries qui leur sont souvent mal connues et peu familières, comme les métiers d'art, le livre, le disque, la photo ou la facture instrumentale. Si vous voulez, ils nous perçoivent comme un artiste, comme un musicien, comme un chanteur, quelqu'un qui est assez extravagant, qui s'éclate, entre guillemets. Nous avons une démarche industrielle, c'est-à-dire que nous voulons créer des emplois, nous voulons nous développer et nous concevons la société d'une manière, disons, posée. Nous sommes des gens sérieux, entre guillemets, également. C'est ce pari pris sur les capacités du secteur culturel à jouer le jeu de l'économie qui peut expliquer en partie l'accroissement du budget de la culture en ces temps de manque. En bref encore, information ouverte aujourd'hui par le parquet de Nantes. Information ouverte pour tentative de meurtre dans l'affaire du colis piégé à FR3 Nantes qui, vous le savez, a grièvement blessé une animatrice de France Inter Loire-Atlantique. Son état de santé ce soir est jugé satisfaisant. En bref encore, l'équipe de France de rugby se rendra en Afrique du Sud en 1986. C'est ce qu'a annoncé cet après-midi à Agen Albert Ferras, le président de la Fédération française de rugby. Il a ajouté qu'avant cette tournée, il effectuera lui-même le déplacement avec le bureau fédéral pour, je le cite, se rendre compte des progrès faits dans l'intégration raciale. Une résolution qui risque en tout cas de provoquer quelques réactions du côté du gouvernement. Le gouvernement, vous le savez, est opposé à cette tournée. Et maintenant, un mot du temps, Alain Gillot-Pétré. Nous sommes dans une situation de blocage et quand en météo il y a une situation de blocage, le temps débloque. C'est pourquoi nous avons cette arrière-saison fastueuse. Regardez la photo satellite avec ce bel anticyclone toujours sur l'Europe qui empêche le mauvais temps de l'Atlantique de passer. Il va finir par passer mais tout doucement demain en fin de journée sur l'extrême ouest simplement. À noter que ce mauvais temps de la Méditerranée s'évacuera progressivement vers l'est. Vous voyez, cet après-midi il faisait beau presque partout sauf sur le nord-est où il y avait encore un peu de brouillard. Demain c'est la même chose, regardez la carte. Donc, des brouillards encore le matin, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui, sauf sur le nord-est, du nord-est à la Bourgogne, où là, ils pourront persister toute la journée, hélas, dans certains endroits, comme aujourd'hui. Mauvais temps également, un peu plus mauvais temps tout de même, sur le sud-est, s'évacuant progressivement vers l'est, avec de la pluie, des rafales de vent d'est et localement quelques orages. Grand beau temps
du sud-ouest à la Bretagne et cette ligne de nuages qui arrivera le soir sur la Bretagne mais sans être très méchante. Les températures sont encore en hausse, surtout sur la moitié sud et iront demain de 12 degrés à cause du brouillard persistant au nord-est à 22 degrés à Biarritz et Perpignan, peut-être même davantage, 18 à Paris. Vous savez qu'en été, il a fait quelquefois plus froid que ça. Hein. Demain, c'est le mardi 8 novembre, 3 minutes de soleil en moins, levé 7h49, couché 17h19 et c'est la Saint-Geoffroy ou Saint-Godefroy, c'est la même chose. Terminons sur un clin d'œil pour Antenne 2, ou plutôt des lauriers, distribués par l'association L'Œil, qui regroupe différents journalistes de télévision, de la presse écrite. L'association L'Œil a attribué son grand prix de télévision pour cette année à l'émission Quatuor Basileus, coproduite et diffusée par Antenne 2 en janvier 83. Le Quatuor Basileus sera donc rediffusé sur notre chaîne. Par ailleurs, dans la catégorie documentaire, L'Œil a attribué son prix annuel à l'émission Cinéma, qui passe, comme vous le savez, tous les mois sur Antenne 2. Voilà, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h, à 23h20, Claude Sérillon ce soir, demain 12h45, Noël ma mère, 18h30 c'est la vie, et donc à demain 20h, très bonne soirée.